Après la fusillade, le lendemain de la fusillade, j'étais dans ma chambre d'hôtel quand je reçois un coup de fil de Reggie qui me demande de venir chez Shug. Je vais donc chez Shug, tout le monde est là, tout le monde est sous le choc. Les gens parlent peu, personne ne réalise vraiment ce qui s'est passé. Finalement, Shug me convoque dans son bureau. Frank, j'ai à te parler. Je l'accompagne dans son bureau et on se met à discuter. Il me demande, Frank, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, Shug, d'abord, pourquoi avoir repris le strip avec tout ce monde? J'aurais tourné dans Tropicana au lieu de retourner sur le strip. Il me fait, je connais cet itinéraire aussi, mais je voulais prendre un autre chemin. Il a bien fallu que je le suive pour ne pas le perdre. Voilà notre conversation. On a passé en revue tout ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, ce que j'avais vu, ce qu'il savait. On a commenté le déroulement des événements en tête-à-tête. J'ai commencé à creuser, car quelque chose clochait. Pour moi, le déroulement de l'enquête était suspect. J'ai couvert beaucoup d'homicides et beaucoup de crimes. Et là, j'avais l'impression que quelque chose clochait. L'enquête semblait traîner. Et on le sait aujourd'hui, c'est effectivement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens n'ont pas été interrogés. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais certaines décisions ont très clairement ralenti le cours de l'enquête. Quelles erreurs? Par exemple, l'attitude des policiers à vélo qui ont décidé de quitter les lieux. Ils sont partis, tout simplement. Il y avait deux lieux stratégiques. Le premier où on a tiré sur Tupac et Shug, et le deuxième où a fini la voiture dans laquelle ils étaient. Il y a dû y avoir des témoins. Qui sait qui était présent? La zone n'a même pas été sécurisée pendant 20 minutes. Les balles, les voitures, les témoins, tout a disparu. On a eu vite fait de marcher ou de rouler sur les lieux. Le 12 septembre, je suis rentré chez moi le 11 septembre. J'ai dit à Reggie que je devais rentrer prendre des vêtements, car on allait passer le reste de la semaine à Las Vegas. Reggie me fait, on va te trouver un vol, tu reviendras demain. Je lui réponds, pas de problème, je vais juste récupérer quelques affaires. Il était d'accord. Je suis donc rentré chez moi prendre ce qu'il me fallait. Le lendemain arrive, c'est le 12 septembre. Je m'installe à l'hôtel et je préviens Reggie que je suis revenu. Il me demande de rester dans le coin car Shug veut me voir le soir même. Je lui dis OK. Je ne fais donc rien de spécial dans la journée et le soir venu, je reçois un coup de fil. Reggie me demande d'être chez Shug à 21h. Je vais donc chez Shug à 21h. On est le 12 septembre. Il n'y a personne d'autre, à part Reggie et Shug. Reggie m'accueille à l'entrée et me dit, Shug est vraiment contrarié. Il est très en colère. S'il s'en prend à toi, ne t'en fais pas. Il ne le pense pas. Je lui dis que je comprends. Je le suis. Il me dit qu'on va s'installer au bord de la piscine. Très bien. On s'installe près de la piscine. La fameuse piscine rouge. Elle n'était pas rouge. Mais récemment, il avait fait peindre au fond l'emblème de Death Row Records. Et il avait fait installer un éclairage rouge qui donnait l'impression que la piscine était rouge. Shug tourne le dos à la piscine. Je suis assis en face de lui et de la piscine. Reggie est assis à ma droite. Shug commence à me parler. Frank, les inspecteurs vont te convoquer demain. Ils vont vouloir te parler. Souviens-toi bien de tout ce qui s'est passé. Et dis-leur tout ce que tu sais. On continue un peu la conversation quand soudain il me dit
Je sais que tu aimais Pâques. Je lui dis oui. Il continue. Moi aussi. Il rajoute, c'est mauvais cette histoire. Une fois de plus, j'acquiesce. Cette conversation n'avait rien à voir avec celle qu'on a eue chez lui le lendemain de la fusillade. Je commence à me demander ce qui se passe. Je me sens mal à l'aise. J'ai une impression bizarre. Le rappeur Tupac Shakur a subi hier soir une troisième opération suite à des complications liées à la fusillade. Il est toujours en soins intensifs au centre médical de Las Vegas. Il a de graves blessures internes. Il a reçu plusieurs balles dans la poitrine. Le rappeur était à l'arrière d'une BMW noire faisant partie d'un convoi de 10 voitures lorsque des coups de feu ont été tirés depuis une Cadillac blanche. Hier, le révérend Jesse Jackson est venu prier au chevet de Shakur. Les médecins auraient dit à sa famille qu'ils espéraient que le rappeur se remettrait de ses blessures. Conan Nolan pour CBS News, Las Vegas. Si je meurs ce soir. Le lendemain, on est le 13 septembre. Le 13 septembre, en 1996, tombait un vendredi. Je devais commencer mon service auprès de Tupac à 8 heures du matin. Avant que j'y aille, Reggie me demande de ne pas m'approcher de sa famille. Il me dit qu'ils m'en veulent énormément. Je lui demande pourquoi. Il me répond parce que leur fils est en train de mourir à l'hôpital. Je me dis, d'accord, je vois. Désormais, je ne peux plus parler à Yasmine, qui est l'assistante de Tupac à Euthanasia. Je ne peux plus parler non plus à Mama Shakur, à Feni. Génial. J'allais donc devoir les éviter toute la journée. Malgré les recommandations de Reggie, au moment où j'arrive à l'hôpital, un van s'arrête derrière moi, avec à son bord Afeni et sa sœur Gloria. Elles entrent à l'hôpital et je les laisse passer devant moi. Elles avancent vers le fond et je marche derrière elles. J'arrive à destination et je prends la relève du garde du corps. Pac est toujours dans sa chambre. Je suis assis dans le couloir alors qu'Afeni et sa sœur sont à l'intérieur avec Pac. Bientôt, un médecin arrive, le médecin de Pac. Il entre dans la chambre où sont Tupac, Afeni et Gloria. Ils ressortent de la chambre et passent dans la pièce d'à côté. La porte est ouverte. Elle s'assoit, le médecin aussi. Afeni ou Gloria, je ne sais plus, s'assoit par terre, et l'autre à côté du médecin. Ils se mettent à parler. Pendant ce temps, je les observe. Leurs expressions ne présagent rien de bon. Je suis assis là et je me décompose littéralement. Soudain, Afeni sort de la pièce et vient s'asseoir à côté de moi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est assise. J'ai posé ma main sur la sienne et elle a dit « Ça va aller, Frank ». Je ne lui ai plus jamais reparlé depuis. Je l'ignorais, mais Pac était en train de mourir. Elle avait attendu la confirmation pour prendre sa décision. La journée suit son cours. Des millions de gens viennent voir Tupac. Même Snoop est passé le voir. Il est venu avec des gars dont Marcus et Kenner. Un tas de célébrités sont passées. J'arrive à la fin de mon service. Il doit être 3 heures. Deux gardes du corps viennent prendre la relève. Je traînais vaguement dans l'hôpital quand Reggie m'appelle. Il me demande de passer immédiatement chez Shug. Soudain, mon beeper se met à sonner.
Je reçois une cinquantaine d'appels des gars de Death Row. Amène-toi chez Shug, dépêche. Shug veut te voir. Il y a une réunion. Pour finir, je reçois un coup de fil de Larry. Je finis par arriver chez Shug. Reggie m'attend devant la maison. Il y a 1 million de voitures. Reggie vient me chercher à l'entrée et me dit « J'ignore ce qui va se passer, mais surtout reste cool. Je suis avec toi. On est mal. Très mal. » Dans mon fort intérieur, je me mets à paniquer. Je retourne m'asseoir au bord de la piscine, mais cette fois, je ne suis pas seul. Il y a Shug, David Kenner, son avocat, un autre type dont j'ai oublié le nom. Il y a aussi 2 acolytes de Shug et Reggie. Reggie se tient juste derrière moi. Je suis assis à côté de Shug. Et quand je dis à côté, c'est à côté. Shug est chaud bouillant. Il est dans tous ses états. Je ne me doutais pas que Tupac était en train de mourir. Ça explique l'atmosphère tendue qui régnait. Shug me pose tout un tas de questions sur ce qui s'est passé. Les mesures de sécurité, où j'avais mis mon arme. Il était obsédé par les sécurités. Là, je me dis, ça y est, je suis le bouc émissaire. Je regarde Reggie et je lui dis, c'est à toi de répondre aux questions sur la sécurité. Il ne réagit pas. Alors j'interviens. Shug, c'est pas moi qui gère la sécurité, c'est Reggie. Il aurait dû y avoir plus d'hommes avec nous. J'avais prévenu qu'il fallait renforcer la sécurité de Pac. J'avais demandé plus d'hommes. Il me fait, et Michael Moore? Je lui dis qu'on l'avait rappelé au club 662. Tout ce que je disais à Shug, Reggie aurait déjà dû lui avoir dit. À un moment donné, Shug me dit... non, pardon, il s'adresse à Reggie. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel avec la sécurité? Reggie ne sait pas trop quoi dire. Il se justifie en disant que c'est Al qui supervisait la sécurité. Il n'assume rien du tout. Je suis toujours assis avec eux quand soudain, le téléphone sonne. Shug prend le téléphone, il décroche. Puis il se lève et il balance l'appareil. Direct sur la table. Paniqué, je regarde la piscine en me disant que je vais y passer. Je le sentais vraiment mal. Il se tourne vers nous et fait... On ne peut plus le sauver maintenant. Il est en larmes et il ajoute, il vient de mourir. Je me mets à pleurer aussi. Je pleure et Shug s'en va. Les autres se lèvent et disparaissent aussi. Reggie me regarde et s'écrie, bordel, fichons le camp d'ici. Et je me demande, pourquoi? L'assistance respiratoire n'aura pas suffi à sauver Shakur qui a été victime d'une fusillade la semaine dernière. Sa disparition a marqué tous les esprits. La police n'a pas de suspect et Shakur est mort avant que les enquêteurs n'aient pu l'interroger. Tupac était notre frère à tous. Un bon frère. Ces paroles nous donnent la force d'espérer. Beaucoup sont émus. Pas seulement les autres rappeurs ou ses fans, mais aussi les plus vieilles générations. Tout cela est très triste. Ils sont arrivés tôt ce matin à Harlem, sous la pluie, pour rendre hommage à Tupac Shakur et faire passer un message de paix. On est là pour dire qu'il faut changer les choses, transformer le mal en bien. Nous vivons dans un monde négatif et il faudra plus que sa mort pour faire reculer la violence. Ça ne servira pas de leçon, ça n'arrêtera ni les fusillades, ni la violence. Malheureusement. Un grand froid s'est abattu sur le monde du rap et du hip-hop.
Au cas où vous ne le sauriez pas, même si on l'a dit dans tous les médias, à la télé et à la radio, le rappeur Tupac Shakur nous a quittés. Toutes mes condoléances à sa famille. Il était fantastique. J'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il œuvrait pour notre communauté. On enchaîne, je vous écoute. Les jeunes devraient apprendre à s'aimer les uns les autres. Il faut faire cesser la violence et œuvrer pour un monde meilleur, afin que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Bien dit, monsieur. Et bien sûr, merci d'avoir appelé pour partager votre sagesse avec nous. Toutes mes condoléances à la famille de Tupac. Je vous appelle pour savoir, Tupac est mort? Il y a 1 heure. 1 heure après sa mort, les appels déferlent pour parler de lui. Il est vraiment mort? Pour le DJ Greg Street et Sean Hutchins, c'est une grande perte pour le rap. Il a dû se laisser embarquer dans une sale histoire. Il était clairement visé. Il s'était passé quelque chose. S'il avait eu la chance de pouvoir aller plus loin, les gens l'auraient découvert sous un meilleur jour. Il était prêt à monter encore plus haut. Tout de suite, j'ai appelé des gens. Ils me disaient tous de quitter Las Vegas. Mais c'était impossible. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas prendre ma voiture. Ils étaient là, va-t'en. Il était mort. Il avait vécu, il était mort. Son style funèbre est caractéristique de sa carrière dans le rap. Surtout quand il dit « Si je meurs ce soir, combien de frères seront tombés aussi ?» ou « La mort m'attend au tournant ». Parmi toutes ces préoccupations, la mort était toujours liée à la souffrance dans sa rhétorique. Pour lui, l'acceptation rhétorique de la mort ne pouvait se faire qu'à travers une forme de souffrance. Pourquoi Dieu accepte-t-il la mort et la destruction? Dans Unconditional Love, il demande à sa mère pourquoi la mort l'attire tant. C'est à cause des souffrances qu'il a endurées. L'abandon de sa mère et de son père, les nombreux déménagements de ville en ville, la vie qu'il menait quand il était sans domicile fixe. Avant d'arriver au collège à New York et d'habiter à Harlem, Manhattan et dans le Bronx, il avait déjà déménagé 22 fois. Au départ, ce n'était ni une racaille ni un bandit, mais un artiste, un rappeur bohème. À cause de tout cela, il a connu de nombreuses difficultés. À cause de son talent, les gens se moquaient de lui. Il riait de ses habits. Il en avait peu. Il a énormément souffert psychologiquement et socialement. Il l'a exprimé dans sa musique et son obsession de la mort qu'il a ressentie très tôt. Il s'interdisait toute possibilité d'espérer. Il le clamait souvent. Ce n'est plus la peine. Je n'ai aucun espoir. C'est l'histoire de sa vie. Les gens ont de la compassion pour tout. Les animaux, les baleines, les bêtes à fourrure, tout, sauf nous.
Les jeunes auxquels on ne fait pas attention et qui vont devenir des adultes impitoyables. Vous comprenez? Imaginez, vous marchez dans la rue, sur du béton, et vous voyez une rose sur le trottoir. Même si ses pétales sont abîmés et sa tige tordue, vous ne pouvez que vous émerveiller devant cette fleur. Alors pourquoi chez un enfant qui a grandi dans le ghetto, qui peut parler, vous faire rire, pleurer ou sourire, vous ne voyez que le mauvais, que les défauts de cette fleur? Vous ne voyez même pas que je m'en suis sorti. L'impression que j'ai eue, c'est que les gens ne voulaient pas parler. La police affirme n'avoir pu récolter que peu d'indices, car personne ne voulait coopérer. C'était leur grande excuse. On n'arrête pas une enquête faute de coopération. Il faut insister. Par exemple, Orlando Anderson. J'ai trouvé un peu bizarre qu'il soit mis en garde à vue et qu'ensuite, je veux dire, il a été interrogé au MGM et il a décidé de partir. Ça aurait dû sonner l'alarme. Plus tard, il a été mis en garde à vue, mais ils l'ont vite libéré, faute de preuves. Vous savez vers quelle heure Orlando a été autorisé à quitter le MGM? C'était 2 heures ou 2 heures et demie avant la fusillade. J'ai aussi appris par la police et d'autres personnes qu'Orlando Anderson avait justifié sa présence à Las Vegas de plusieurs manières. D'abord, il a dit qu'il était là pour le combat. Ensuite, il a dit qu'il était venu à Vegas pour acheter des places. Il serait venu acheter ses entrées sur place, ce qui est quasi impossible, à moins de les avoir achetées $2000 au marché noir. Or, il n'a pas assisté au combat, il n'était pas là pour ça. Ensuite, il a dit qu'il était là pour jouer au casino avec sa copine. Il n'a pas été capable de justifier sa présence. Pour moi, ça c'est un avertissement. Où était-il pendant la fusillade? Il n'avait pas d'alibi. Ça a commencé avant l'aube. 300 officiers issus de 10 agences, dont le FBI, ont été déployés dans plus de 37 localités dans les environs de Compton, Linwood et Long Beach pour des arrestations locales liées aux 12 fusillades qui ont eu lieu à Compton et qui ont fait 3 morts. Selon les autorités, il pourrait y avoir un lien avec le meurtre du rappeur Tupac Shakur. Notre enquête a révélé que les fusillades de Compton pourraient être un règlement de compte lié aux événements de Las Vegas. Ceux qui connaissent la mécanique des gangs savent que leurs membres appliquent la loi du talion quand d'autres gangs s'en prennent à eux. Si l'on prend le 7 septembre comme date de référence, c'est que la violence et le nombre des fusillades ont augmenté depuis. La voiture de Shakur a été criblée de balles après un combat de boxe le 7 septembre à Las Vegas. Le rappeur est mort une semaine plus tard. La police de Las Vegas a ratissé le quartier et va interroger plusieurs suspects, dont un membre de gang de 22 ans, dénommé Orlando Anderson, qui aurait été à Las Vegas ce soir-là. Le département de police de Las Vegas n'a pas de suspect pour le meurtre de Tupac Shakur. Cependant, des doutes pèsent sur un homme arrêté pour un homicide qui a eu lieu en avril à Compton et que la police va interroger. Mais sinon, adressez-vous à la police de Las Vegas si vous voulez des informations sur le crime qui a eu lieu là-bas. On n'a jamais soupçonné quelqu'un en particulier. Il y a plusieurs suspects, mais je n'ai pas le droit de citer des noms. Plusieurs personnes ont été suspectées très tôt. Beaucoup de noms sont apparus tout au long de l'enquête. La plupart ont été éliminés rapidement en fonction des informations. Nous savions des choses qui n'ont pas été rendues publiques. Elles nous ont aidés à faire le tri et à abandonner les fausses pistes. Malheureusement, il y en a beaucoup. À mon avis, ils n'ont jamais eu de suspect.
Je ne crois pas qu'ils aient vraiment cherché. Ils ont même hésité avant de voir Orlando Anderson comme un suspect. Ils l'ont fait, mais ils sont revenus sur leur décision et ont affirmé que non, il n'avait jamais été suspecté. Suge Knight, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il ait passé la nuit au centre médical de l'université. Tupac, bien sûr, y était aussi, mais Tupac était aux soins intensifs. Suge a été admis à l'hôpital. On lui a attribué une chambre d'hôtel, enfin, je veux dire, d'hôpital. Il a passé la nuit là-bas et il est sorti le lendemain matin. Quand les deux inspecteurs sont arrivés pour interroger Suge, il avait déjà quitté l'hôpital et ils l'ont donc raté. Ils ne sont jamais allés chez lui alors qu'il a une maison à Las Vegas. Ils ne l'ont pas interrogé. Ils ont vu ses avocats et c'est seulement 6 ou 7 jours plus tard qu'ils l'ont vu pour un interrogatoire qui n'a duré que 20 minutes. Le lendemain, la première chose qu'on a voulu faire, c'est parler à l'homme qui était dans la voiture avec Tupac Shakur, Suge Knight. On s'y est mis tout de suite. Le soir de la fusillade, on avait déjà voulu lui parler, mais on ne nous avait pas laissé l'approcher. Les membres de Death Row et ses avocats. Il nous a fallu 3 jours pour pouvoir interroger Suge Knight. Un grand nombre d'incohérences apparaissent dans cette affaire. D'abord, les témoins qui étaient là ce soir-là ont vu 2 véhicules différents, une Cadillac ou une Lincoln. D'après les descriptions, je pencherais pour une Cadillac, malgré le fait que le seul numéro de plaque relevé corresponde à une Lincoln. Disons que les témoins ont affirmé que la voiture, que la plaque était sur une Lincoln. Le numéro a été vérifié. En fait, le numéro en lui-même n'était pas valable. J'ai essayé tous les recoupements possibles et je n'ai rien trouvé avec ce numéro. Quant à la Cadillac, on nous a donné 50 versions différentes concernant cette Cadillac. Pas une ne concordait. Quant à suivre les voitures après la fusillade, il s'agit à nouveau d'un malentendu dont je n'ai aucun mal à parler. On a parlé des officiers qui étaient au parking pendant la fusillade. Comprenez qu'ils n'étaient pas en position de voir ce qui se passait. Ils ont entendu les coups de feu, mais le temps qu'ils bougent, d'autant plus qu'ils étaient sur une autre affaire. Tout le monde était déjà parti. Ce n'est pas comme si, après la fusillade, les voitures étaient restées en place. C'était une scène dynamique. Une fois de plus, tout est basé sur un témoignage. Et encore, le témoignage d'une personne en particulier à laquelle j'accorde plus de crédit qu'aux autres. Les témoignages ne s'accordent même pas sur le tireur de la Cadillac blanche. D'après les informations que m'ont données les témoins, et en particulier une personne qui nous a bien aidés, je dirais que ce n'était pas le conducteur, étant donné la position qu'il occupait. D'après les témoins qui ne faisaient pas partie de leur groupe, mais qui étaient là par hasard, et les descriptions qu'ils ont données, le tireur ne pouvait pas être le conducteur.
Les revolvers ne laissent pas de douille. Ils penchent donc pour ce genre d'arme à feu qui n'aurait laissé aucune preuve matérielle derrière elle. Des preuves matérielles? Non. Mis à part les descriptions faites par les témoins et d'autres fusillades similaires, on n'a pas de pièce à conviction. Et encore, une seule personne a émis l'idée qu'il pouvait y avoir un autre tireur. Du type d'arme utilisée au nombre de coups de feu, il reste beaucoup d'inexactitudes. Et je crois qu'il a été touché 4 ou 5 fois sur une douzaine de balles tirées. Il a été touché 3 fois, mais une balle l'a touché 2 fois. Ce sont donc 2 coups de feu qui ont causé ces blessures. Un des témoins de la fusillade est un ami d'enfance de Tupac, membre du groupe de Outlaws, Yafe Fula. Je n'ai interrogé aucun témoin. J'ai interrogé Yafe Fula le soir même. Il n'était pas très content d'avoir à parler avec moi. Le fait que la seule personne qui ait affirmé avoir tout vu et pouvoir identifier le tireur, il a dit qu'il pensait pouvoir identifier le conducteur. Il n'a jamais parlé d'identifier le tireur. Yafe Fula, alias Kadhafi, est mort 1 ou 2 mois plus tard. Les polices d'Orange County, du New Jersey et de Las Vegas ont affirmé que les 2 meurtres n'étaient pas liés. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient vérifié. Quand on a appris qu'il avait été tué, j'ai tout de suite appelé le New Jersey. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Dès le début, on n'a pas vraiment été aidé par les avocats de Death Row. Et ce, dès qu'on a voulu interroger Suge Knight. On n'a trouvé aucune preuve tangible. J'ai appelé les collègues là-bas et pour eux, il était évident que ce meurtre n'avait aucun rapport avec celui de Shakur. Pourquoi t'en prendre à moi? Plusieurs rapports récents témoignent du fait que Suge Knight aurait été directement impliqué dans le meurtre de Tupac Shakur. Je n'ai trouvé aucune preuve indiquant que Death Row ou Suge Knight étaient impliqués dans le meurtre de Tupac. J'ai parlé avec beaucoup de gens, dont la police de Los Angeles, qui semblaient vouloir penser, ils ont voulu l'accuser. Et sachez bien que si la police de Los Angeles avait quoi que ce soit indiquant que Suge Knight était impliqué dans le meurtre de Biggie Smalls, ou que si la police de Las Vegas pouvait prouver son implication dans les meurtres de Tupac ou de Biggie, ils l'auraient inculpé. Ils ont essayé. Beaucoup de policiers ont essayé de prouver que Suge était dans le coup. Mais ils n'ont rien trouvé, et ça n'a pas marché. Certaines personnes aimeraient le voir en prison. On en a beaucoup parlé. J'ai sérieusement envisagé cette hypothèse. Pourquoi pas? Mais je pense que quand on veut faire tuer quelqu'un, on n'a aucun intérêt à être dans la même voiture que la cible. Surtout si on prend en considération la taille de Suge Knight. Il était juste à côté. Vu les circonstances de la fusillade, je suis étonné qu'il n'ait pas été plus touché. Oui, on en a parlé, mais je pense malgré tout que ce n'est pas lui qui a commandité cette fusillade. En juin 2001, le magazine Rolling Stone affirme que Frank Alexander sait pourquoi Suge aurait fait tuer Tupac. C'est n'importe quoi. Je ne peux parler que de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai jamais vu ce dont il est question dans l'article. Je n'ai jamais dit des choses pareilles. J'ai dit dans mon livre
Got Your Back, que je ne comprenais pas pour quelle raison quelqu'un irait dans le même véhicule qu'une autre personne si son intention était de la faire fusiller avec des balles qui fusent dans tous les sens. Suge était autant visé que Tupac. Je maintiens ce que j'ai dit dans mon livre. Pourquoi aurais-je dit à Rolling Stone ou à cet enquêteur, Russell Poole, comme il essaie de le faire croire, pourquoi aurais-je dit des choses dont je ne parle pas dans mon livre? J'en aurais d'abord parlé dans mon livre. Je suis choqué que Rolling Stone ait publié ça avant de vérifier auprès d'une autre source. Ils auraient pu aussi contacter mon éditeur. Je n'ai jamais dit que Suge Knight était de mèche avec le tireur. Personnellement, Suge ne m'a jamais rien fait. Il traitait très bien les agents de sécurité, je l'ai déjà dit. Aucun garde du corps n'a jamais eu de problème avec lui. Jamais. J'ai été interrogé par le FBI. J'ai été interrogé par les inspecteurs de Las Vegas, par la police de Los Angeles. Pourquoi aurais-je accusé Suge d'avoir fait tuer Biggie? Je ne travaillais plus pour Death Row Records. Je ne sais pas du tout pourquoi Biggie a été tué, ni qui l'a tué. Et Tupac, vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'informations et de rumeurs qui courent. Les gens disent un tas de choses. Et je trouve ça absurde d'imaginer qu'un commanditaire aille s'asseoir à côté de sa victime pendant une fusillade, en espérant qu'il passera au travers des balles. C'est ridicule. Ça ne s'est pas passé comme ça. Combien de temps me pleureront-ils? Quand une star meurt jeune, c'est dur pour les autres de s'identifier. Qui veut mourir jeune? Le public protège sa vulnérabilité en protégeant Tupac. S'il est mort, je peux mourir. S'il n'est pas mort, cette possibilité n'existe plus. D'où la légende urbaine selon laquelle on aurait vu Tupac à Cuba avec Assata Shakur. On parle aussi d'une île paradisiaque. C'est une manière de se protéger face au constat effrayant qu'on va et qu'on peut tous mourir. De plus, je pense que Tupac est le premier candidat pour ce genre de canonisation culturelle qui d'habitude était plus réservé aux stars comme Elvis. Quand Charlie Parker est mort, on a tout de suite dit que c'était faux et des gens ont affirmé l'avoir vu. Évidemment, Tupac n'est pas le premier, mais c'est la plus extraordinaire icône noire du monde urbain post-industriel. Tupac avait un don, je le pense sincèrement. Et je pense aussi qu'une partie de ce don était son sens de la prophétie. Il ressentait ce que Freud appelle le thanatos, c'est-à-dire l'amour de la mort, le désir de la mort. Il était persuadé que tel était son destin. Il était hanté par sa destinée, accro à la mort. Il commençait à sentir qu'il allait mourir. C'était clair dans son esprit et dans son cœur qu'il mourrait jeune. Tupac ne pensait pas vivre jusqu'à 30 ans. La mort était toujours liée dans sa rhétorique à la souffrance. Pour lui, l'acceptation rhétorique de la mort ne pouvait se faire qu'à travers une certaine forme de souffrance. Pourquoi Dieu accepte-t-il la mort et la destruction? Il parlait beaucoup de sa propre mort dans ses chansons. Il est parti le 13 septembre 1996. C'était son heure. Le rendez-vous était fixé. Je n'aurais rien pu faire. Personne d'ailleurs. Sinon rien de tout cela n'aurait eu lieu. On aurait retrouvé les tireurs, on aurait su qu'il avait tué. Dieu avait déjà prévu son départ. On en a beaucoup parlé avec sa mère, et je l'ai écrit dans mon livre, Got Your Back. Sa mère m'a dit, «
Mon petit Frank, tu n'aurais rien pu faire ce soir-là. La vie de Tupac Shakur était déjà écrite. Elle devait s'arrêter le 13 septembre 1996. Personne n'aurait pu le sauver. J'ai ressenti un immense soulagement quand on a eu cette conversation. On s'est revus 2 ans après la fusillade. Ça devait être en juin ou juillet 1998, quand on a reparlé de tout ça. Ça a vraiment soulagé ma conscience de pouvoir lui parler et d'avoir son soutien. Elle ne m'en voulait pas. Je n'y étais pour rien. Les autres m'importaient peu. C'est sa mère qui comptait le plus. Et elle m'a donné sa bénédiction. Désormais, seul Dieu peut me juger. Fin de l'histoire. Tupac Shakur est mort depuis 5 ans, mais son dernier album, sorti en février 2001, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en 3 mois. Tupac a vendu plus de 33 millions et demi de disques, mais il est mort avec moins de $100 000 en banque. Des rapports affirment que Death Row Records devait à Tupac entre 4 et 9 millions de dollars au moment de sa mort. Tupac avait enregistré plus de 200 chansons quand il est mort. Sa mère, Afeni, a dû poursuivre Death Row pour obtenir les droits. Dans le monde entier, il y a des universités où l'on étudie la vie et la musique de Tupac Shakur. La police de Las Vegas enquête toujours sur le meurtre de Tupac Shakur. Cathy Scott a sorti un livre qui contient une photo de l'autopsie de Tupac Shakur. Cathy Scott refuse de dire où elle s'est procuré cette photo. Le professeur Michael Eric Dyson, auteur et spécialiste du hip-hop, a publié un livre intitulé Holler If You Hear Me, Searching for Tupac Shakur. Frank Alexander n'est plus garde du corps. Aujourd'hui, il est auteur, pasteur et il élève des chevaux. Je ne peux pas mourir en sachant qu'on me prend pour un criminel. La vérité doit éclater. Je ne suis pas suicidaire. Je ne partirai pas avant que les pendules soient remises à l'heure. Mais une fois que tout sera réglé, je baisserai le rideau. C'est comme ça. Si je ne peux pas vivre libre et être respecté, je préfère partir. Comme une coquille abandonnée, vision d'un Dieu désabusé. Les anges auraient dû toucher ton front pour te guider. Et les balles de Tupac éloignées. Le mystère n'aurait pas existé. Et tu aurais continué à chanter. 1996, tes paroles ne sont plus les mêmes. Mais j'accepte la vérité sans haine. Imagine ton âme et tes mots pour toujours notre emblème. Jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Pétrifié, tes amis ont pleuré quand notre monde s'est effondré. Beaucoup de MC ont voulu continuer, mais sans guide, tu le sais, nous sommes fragiles. Sans toi pour nous porter, nos esprits sont inutiles. Maintenant que tu es parti, ils sont en péril. Tes ennemis te regrettent en attendant ma requête, Pac. Ils écoutent attentivement nos cœurs vaillants et ton esprit enivrant. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Personne ne peut te remplacer. Sans toi, ces clowns n'auraient pas existé. Si tu pouvais revenir, construire un empire, on aurait tant aimé te voir vieillir. Aux enfants, tu avais encore tellement à dire. Hip-hop, ressaisis-toi, il est temps de grandir. Frères, ne vous laissez plus endormir. Il faut agir pour cesser de souffrir. Jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. On t'a déroulé le tapis rouge pour tes films. Tu as laissé des salles en transe avec tes rimes et gravé dans la pierre ton message ultime. Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus. Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus.
Aujourd'hui, tu es en paix. Tes démons se sont tus. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Crois-moi, je ne pensais pas qu'ainsi tu partirais. Non, jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Jamais je n'aurais pensé qu'ainsi tu nous quitterais. Non, jamais je n'aurais imaginé qu'ainsi tu nous quitterais. Jamais je n'aurais pensé qu'ainsi tu nous quitterais.